Ouais, en deux mots, pour soit vous faire venir, soit vous faire fuir définitivement. Euh, alors, petit compte-rendu de la table ronde 1, donc sur la compréhension juridique, la lecture juridique de la CSRD. Deux grands points qu'on veut vraiment mettre en avant. Le premier point, c'est que le SRS 2 est la clé de voûte de la CSRD, notamment pour un périmètre PME, ETI, qui va avoir des obligations progressives en termes de reporting. La beauté et la difficulté de l'ESRS 2, c'est qu'il n'est ni sectoriel ni facultatif. Donc, différentes parties prenantes vont pouvoir s'en servir dès les premiers rapports durabilité pour comparer différentes sociétés. Ça, c'est un des premiers messages qu'on voulait faire passer. Le deuxième message, c'est que la bonne volonté et la transparence du reporting vis-à-vis de cet ESRS-là va permettre de servir de base d'engagement de ces différentes parties prenantes vis-à-vis des sociétés, ce qui va vous permettre à vous de monter en puissance plus vite et plus précisément sur les sujets sur lesquels vous allez vraiment être attendu de la part de vos différentes parties prenantes. À ce sujet-là, notre lecture à nous, c'est qu'il y a un vrai risque de compréhension de cette ESRS-là, notamment au niveau du rôle des instances de gouvernance et notamment conseil d'administration, conseil de surveillance. Le risque principal, à notre sens, c'est de visualiser l'exercice de reporting comme quelque chose qui doit être très rapide, très soudain et auquel on ne peut pas faire face entièrement du premier coup. Et dans ce cadre-là, de nommer quelqu'un qu'on labelliserait spécialiste durabilité, spécialiste RSE au sein de votre conseil. Ce n'est pas du tout l'esprit de la CSRD. L'esprit de la CSRD, c'est vraiment une montée en compétence de tous les membres, de toutes les instances de gouvernance de votre société sur les sujets de durabilité qui sont matériels pour votre activité. Et au niveau du conseil d'administration, ce que ça implique du coup concrètement, 3 points. 1, des progrès sur la formation des membres de votre conseil d'administration sur les enjeux de durabilité qui sont matériels pour vous. Empiriquement, c'est un des gros axes d'amélioration de à peu près toute la place de Paris en termes de reporting. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est quid de la prise en compte des compétences durabilité dans le processus de nomination. C'est pas un data point de la CSRD, mais ça vous permet d'avoir à terme une population au sein du Conseil qui a une appétence et des compétences plus fortes qu'aujourd'hui pour les sujets de durabilité. C'est le second point. Et le troisième point dont on a discuté, c'est le rôle des comités spécialisés, s'ils existent, au sein de votre conseil d'administration sur les sujets de durabilité, et notamment l'articulation entre rôle du comité d'audit et rôle du comité RSE, le cas échéant. Si ces comités existent et qu'ils ont un rôle à jouer dans votre confection du rapport durabilité et en termes d'interface avec vos auditeurs durabilité, le point qui est très important à notre sens, c'est aussi de communiquer très précisément sur les compétences durabilité de ces membres-là, en plus des compétences des membres de l'ensemble du conseil d'administration. Donc voilà, c'était vraiment les 2 points qu'on voulait mettre en avant dans cette table ronde et qui sont sortis des échanges. Donc merci à tous pour cette discussion et je passe la main. Donc pour la table ronde 2, c'était Julia, il me semble, qui ferait la restitution, ou Anne. Alors, table ronde 2, on a parlé sans surprise de la notation extra-financière par les agences de notation, mais aussi par les investisseurs qui regardent de près donc la performance extra-financière des entreprises et donc quel effet et quels impacts va avoir la CSRD sur la notation extra-financière. Donc,
4 points que j'ai retenus de ces discussions qui ont été très, très intéressantes. Donc, premièrement, globalement, la CSRD est perçue plutôt comme une bonne nouvelle parce qu'elle va faciliter l'échange entre les entreprises, les agences et les investisseurs. Donc, c'est plutôt perçu comme quelque chose de positif. Après, on a parlé de deux, on va dire, grands pain points ou difficultés, ou des points de reproche qu'on entend d'ailleurs très très souvent de la part des entreprises. Donc, premièrement, la différence entre les notations des agences de notation, c'est quelque chose que comprennent pas bien les entreprises. Pourquoi est-ce que chez MSCI, je suis notée, j'ai une très bonne note, alors que chez Equifinance, je caricature bien sûr, alors que chez Equifinance, j'ai une mauvaise note, ou plutôt dans l'autre sens d'ailleurs. Donc, l'espoir a été exprimé que la CSRD va apporter donc plus d'harmonisation, plus de convergence entre les agences. Bon, c'était une discussion et côté agence, donc nous on a expliqué que il reste quand même toujours cette différence d'approche et chez les différentes agences et ça va pas forcément changer beaucoup dans les années à venir puisqu'il n'y a pas de harmonisation de prévu d'un point de vue réglementaire. Mais que par contre, oui, bien sûr, le fait d'avoir à disposition les mêmes données, en tout cas pour les entreprises européennes, parce que quand on va dans d'autres régions du monde, il n'y aura pas forcément les mêmes standards qui seront utilisés. Donc un petit peu de convergence, mais quand même pas une grande révolution dans la façon de travailler des agences de notation. Et le deuxième pain point ou la grande difficulté abordée par les entreprises qui ont participé à cette table ronde, c'était la masse de questionnaires à traiter. Donc que les entreprises reçoivent de la part des agences, mais aussi des investisseurs. Donc là aussi, un espoir que la CSRD va éventuellement apporter une plus grande légèreté ou une réduction de la masse des questions reçues, puisque il y aura plus de données publiées et de façon plus harmonisée et standardisée. Donc et puis aussi la question de la technologie. Est-ce que le format spécifique de reporting et un futur ESAP, donc une plateforme européenne accessible à tout le monde, est-ce que ça va être un élément qui va faciliter ou alléger le travail côté entreprise? Et puis, dernière question quand même soulevée, c'est en fait qui va regarder toutes ces données qui vont être publiées. Donc, quand vous regardez 400, 600, 800 indicateurs ou points de données à publier, avec en plus en dessous de la granularité. Et moi je vous ai expliqué ce matin que nous on a 140 points de données qu'on regarde. Donc c'est vrai que les questionnaires, les référentiels des autres agences sont pas forcément beaucoup plus granulaires que ça. Donc grande question quand même, pour qui seront publiées toutes ces données et puis voilà, peut-être aussi un petit peu un regret de ne parler que aux analystes ESG et pas forcément aux gérants eux-mêmes, aux investisseurs qui gardent quand même vraiment ce prisme financier. Et voilà, il y a un petit manque d'intégration du financier et du extra-financier. Voilà pour la table ronde 2. Bonjour. Donc sur la table ronde 3, donc c'était sur le point de vue de l'auditeur sur l'audit du process de la double matérialité. Alors au final, on n'a pas vraiment parlé que de la double matérialité, on a élargi un petit peu. Dans les quelques messages clés, peut-être juste pour rappeler pour tout le monde, en fait, sur le rapport, en fait, le contenu du rapport que le vérificateur va être amené à émettre, en fait, ce sera un rapport qui va se prononcer sur 4 points.
peut-être juste pour que, je ne sais pas si c'était clair pour tout le monde. Et le premier point, en fait, c'est justement le processus de double matérialité et sa conformité en fait avec les ESRS. Donc on a pas mal échangé sur ce sujet-là et sur l'importance en fait vraiment du processus. Et donc juste pour quand je dis ça, pourquoi? C'est que le vérificateur ne va pas se prononcer en tant que tel dans son opinion sur le résultat de l'exercice de double matérialité. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas le prendre en considération, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas poser des questions sur le résultat s'il y a des choses qui nous paraissent incohérentes ou qui posent question. Mais en tous les cas, en termes d'opinion qu'on formulera à la fin, on ne se prononcera pas en fait sur l'output de la double matérialité, mais bien sur le processus mis en œuvre pour s'assurer qu'il est bien conforme à ce qui est demandé par les ESRS et qu'il n'y a pas eu de biais de la part de la direction ou de la gouvernance dans ce processus-là. Juste pour rapidement les autres aspects qu'on a dans notre rapport, la deuxième partie du rapport, ce sera sur la conformité dans son ensemble avec les ESRS, une troisième partie sur la conformité avec la taxonomie, et ensuite quand ce sera applicable, on aura une quatrième partie sur le tagging en fait XBRL qu'on sera amené aussi à vérifier. Si je reviens sur la double matérialité, dans ce qu'on s'est dit, donc je pense que ce qu'on observe, nous, actuellement, avec les émetteurs avec lesquels on travaille, c'est que clairement, il y a énormément de personnes en fait, dans l'entreprise et dans la gouvernance qui sont impliquées et que c'est vraiment une bonne pratique. Donc c'est important en fait, de sortir du silo pour que l'exercice soit pertinent. Le deuxième élément sur lequel je voulais revenir, sur lequel j'ai insisté, je pense que on est dans un environnement qui bouge pour vous, les émetteurs, et qui bouge pour nous aussi, les auditeurs. Et donc en cette première année notamment, mais ça ne va pas durer que la première année, je pense qu'il faut collectivement faire preuve d'humilité et de pragmatisme, parce qu'on va tous apprendre ensemble en marchant. Et donc là, côté émetteur, je pense que... Le plus important, je pense, pour nous, en tant qu'auditeurs et vérificateurs, c'est la transparence. Donc, on ne s'attend pas à ce que tout soit parfait du premier coup. On ne s'attend pas à avoir des entreprises qui ont la réponse à tout. En revanche, là où on va vraiment pousser, c'est sur la transparence de l'information pour les personnes qui vont prendre connaissance de ce rapport et de dire là où vous en êtes, les risques que vous avez identifiés, etc. Dans ce sens-là, peut-être le dernier point, c'est on a parlé de l'évaluation des IRO, et je voulais juste rappeler que l'évaluation, elle se fait en brut et pas en net. Et pour moi, en fait, pour les émetteurs, c'est d'une certaine façon une opportunité, parce que si vous faisiez une évaluation en net, vous alliez prendre toutes les choses bien que vous faites, qui adressent déjà les risques que vous avez, et donc vous vous retrouveriez à ne parler dans votre rapport de durabilité que des problèmes que vous n'avez pas encore résolus. Le fait de le faire en brut, ça vous permet sur des risques importants de mettre en avant en fait toutes les politiques, les actions et les objectifs que vous vous êtes fixés et de pouvoir en fait les mettre en valeur. Donc vous allez à la fois parler de tout ce que vous faites bien et de tout ce que vous avez prévu de faire aussi dans le futur ou ce sur quoi vous avez encore prévu de travailler. Donc on a un certain nombre d'émetteurs qui avaient un peu raisonné en net au départ et qui sont en train de revenir un petit peu en arrière. Parce que c'est pas ce qui est demandé par les ESRS et deux, parce que finalement c'est aussi un manque à gagner de mon point de vue pour les émetteurs. Voilà. Merci. Alors, nous, on est le groupe 4, donc forcément, on passe... en dernier, il y a des choses qui ont déjà été dites, mais la bonne nouvelle, c'est que on retombe sur nos pieds. Donc, on était sur la mise en œuvre opérationnelle de la CSRD et on s'est posé un certain nombre de questions. Et la question qu'on s'est posée, c'est surtout comment on en fait un exercice stratégique et pas juste un exercice de conformité. Donc, on a identifié 3 éléments qui permettent de faire ça. Le premier, c'est tout ce qui est mobilisation, sensibilisation, embarquement de beaucoup de parties prenantes à la fois en interne et en externe. Donc, on a déjà parlé conseil d'administration, dont j'y reviens pas, mais on avait eu les mêmes échos. C'est votre COMEX, c'est toutes les fonctions achat, risque, RH, finance. Alors, on a échangé sur certaines étaient plus faciles à mobiliser que d'autres. Ça peut être aussi des partenaires sur la chaîne de valeur. Donc, appréhender finalement cette opportunité de CSRD pour
engager et à la fin aligner tous les acteurs sur une analyse commune de ce qui est important pour vous en termes d'impact, risque et opportunité, et un alignement aussi sur vos grandes orientations stratégiques sur ces sujets. Donc que du bénéfice. Le deuxième sujet sur lequel on s'est penché, c'était comment faire de la CSRD un outil stratégique, donc un outil de création de valeur. Et là, on a eu des très très beaux témoignages sur les tables rondes, puisqu'on a eu un témoignage d'une entreprise qui nous a dit « Moi, à la suite de la double matérialité, j'ai revu mon modèle d'affaires. » Et donc c'était le directeur général de son entreprise. On a eu un témoignage qui nous a dit « Analyser avec finesse ma chaîne de valeur, mes points de dépendance m'a permis de me sortir de certains risques qu'on avait pu préidentifier à l'époque du Covid. Mais voilà, ça nous a permis de mettre ça à plat. » Et enfin, un autre témoignage sur la concordance entre l'analyse de matérialité et l'analyse SWOT stratégique, et du fait que voilà, on peut vraiment tuiler les deux et en faire un outil stratégique. Comment faire de la CSRD un outil stratégique? C'est aussi grâce à la structuration. Donc on a eu beaucoup de témoignages en ce sens. La CSRD, ça a été l'occasion de structurer notre feuille de route. Ça a été aussi l'occasion de prioriser et de faire notre roadmap. Et notamment, une entreprise nous a témoigné, notamment s'engager vers le net zéro à la suite de la CSRD. Et enfin, le troisième sujet sur lequel on s'est penché, c'était le sujet des moyens, donc qui n'est pas des moindres, puisqu'on sait que la CSRD, c'est quand même un exercice très exigeant. Donc comment mettre en œuvre les bons moyens? Sans surprise, ce sera les équipes auxquelles on a déjà fait référence. Et donc sur les équipes, vous nous avez témoigné, vous appuyez sur les appétences, donc au sein des différentes équipes, que ce soit les équipes achats, finance, risque, marketing, il y a des personnes avec des appétences fortes ESG, donc s'appuyer sur ces appétences. Définir des objectifs par équipe, c'est aussi un bon moyen de motiver chaque équipe. Et puis pour les équipes, garder la technicité en coulisses, c'est-à-dire que c'est vous qui êtes le gardien de la conformité à la CSRD. En revanche, votre rôle, c'est de le traduire de manière très opérationnelle pour les équipes. Et enfin, sur les moyens, il y a eu la grande question des outils, sur lequel nous avons tous partagé l'idée qu'il est urgent d'attendre. Merci beaucoup. Donc, le petit mot de la fin. Donc, au nom de tous les investisseurs membres du Club SMID impliqués dans l'organisation de cet événement, nous tenons à vous remercier pour votre présence à cet événement. Votre présence et votre participation active ont grandement contribué à la réussite de cette initiative. Dans le cadre de la préparation de cet événement, nous nous étions fixés 2 KPI pour évaluer le succès de cette matinée. Le premier, que chaque participant soit actif. Ce point me semble pleinement validé. Le second, que chaque participant reparte avec du concret, des réponses qu'il va pouvoir mettre en place dans son organisation dès à présent. L'évaluation de ce KPI étant plus complexe, je vous propose de vous faire part des idées, des points qu'il me semble important de conserver des discussions de ce matin. Pour la première table ronde relative au cadre juridique, le poids de l'ESRS 2 sur la gouvernance, un embarquement de tous les membres du conseil d'administration. Pour la seconde table ronde concernant les impacts de la directive sur les évaluations des agences de notation et des investisseurs, je retiens l'espoir, et plus à long terme, d'avoir une meilleure adéquation entre ce qui est produit par les entreprises versus ce qui est analysé par les agences et investisseurs. Gardons espoir. Pour la troisième table ronde sur l'analyse de double matérialité vue par un auditeur, j'ai noté qu'on ne pourra pas être parfait au premier jet. Alors, misons d'abord sur la transparence et aussi l'importance clé du processus dans l'analyse de double matérialité. Et enfin, pour la dernière table ronde relative à la mise en œuvre opérationnelle de la CSRD, je retiens qu'on ne fait pas de la CSRD un outil au service de la stratégie sans avoir embarqué, mobilisé, formé, sans avoir montré le lien avec la création de valeur et sans y mettre les moyens. Donc, la réglementation CSRD, c'est une étape importante vers une meilleure compréhension et une meilleure gestion des risques et opportunités liés à la durabilité. Nous sommes conscients
des défis que représente l'adoption de nouvelles réglementations ESG, en particulier pour les petites et moyennes entreprises. Que contrairement aux entreprises de plus grande capitalisation, les petites et moyennes capitalisations disposent souvent de moins de moyens humains, financiers et d'expertise pour mettre en œuvre l'ensemble de ces réglementations. Sur la base de ces faits, une vingtaine d'investisseurs membres du FIR a souhaité créer en novembre dernier le Club SMID et dans la continuité, l'organisation de l'événement d'aujourd'hui. Bien que la divulgation de données ESG par les entreprises soit un élément fondamental pour les investisseurs, nous avons besoin de ces données pour réaliser nos analyses, pour remplir également nos exigences réglementaires. Nous, les investisseurs responsables du FIR et membres du Club SMID, nous ne pouvons que vous encourager à vous saisir de l'occasion de la CSRD pour dépasser le simple aspect de reporting. Nous vous incitons donc à porter une réflexion plus holistique sur la pérennité de vos modèles économiques et de vos activités, à intégrer ces préoccupations à l'échelle de vos organes et de gouvernance et à substituer à une logique purement axée sur les risques, une logique de double matérialité où l'impact est dûment pris en compte. Merci encore pour votre présence et votre contribution à cet événement, démontrant votre volonté de prendre des mesures proactives pour le bien de votre entreprise, de vos parties prenantes et de notre économie en général. Merci beaucoup. Merci Pauline. Peut-être, désolée, je crois que je ne l'ai pas dit en introduction, mais Pauline Leger donc, est responsable de la filière ESG chez CDC Croissance. Voilà, et membre du FIR également. Il me reste à vous remercier tous pour votre présence. On finit avec 10 petites minutes de retard, mais voilà, donc je vais vous libérer. Mais merci à nouveau aux entreprises, à tous les investisseurs qui ont aidé à la participation de cet événement. Et on vous enverra a priori les présentations et sous validation, mais aussi les vidéos des présentations et des restitutions. Et on fera donc le suivi de cet événement. Merci encore à tous et bonne journée.